Je me présente, Alice Gauthier, je vais vous partager une série de vidéos de courte durée, environ 5-10 minutes, car devant l'insistance médiatique et politique à propos du voile et de manière plus générale de la femme musulmane, il m'a semblé primordial de donner quelques éléments historiques, sociologiques, voire politiques et idéologiques, décrivant dans quel cadre et à travers quel processus s'inscrivent ces prises de position à l'égard d'une frange de la population française. En tant que sociologue actuellement en train de rédiger un ouvrage sur l'islam au féminin en France, il paraît évident que cette ostracisation essentiellement centrée sur les femmes voilées constitue une régression de la condition de la femme de manière générale en France. Comme premier sujet de vidéo, j'ai choisi de revenir sur deux thèmes d'actualité, à savoir les repas de substitution dans les cantines scolaires et celui sur l'interdiction du voile à l'université qui, malgré l'avis plutôt favorable du président de la conférence des présidents d'université, Jean-Loup Salzman, a trouvé une issue déraisonnable via la circulaire interdisant le voile pour les étudiantes futures enseignantes en deuxième année d'école supérieure du professorat et de l'éducation. Donc le premier débat porte sur les repas de substitution. Ce débat vise également la femme musulmane et son épanouissement professionnel et financier. Je m'explique. La femme demeure la personne qui prend le plus en charge, en moyenne, l'éducation des enfants et l'organisation de leur journée, d'après des statistiques qui sont valables pour les familles musulmanes, aussi bien que pour les familles non musulmanes. Et peu de foyers ont les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles privées confessionnelles. Donc, les familles, et surtout la mère, seront confrontées au fait d'aller chercher leurs enfants durant la pause du midi. Cependant, les mères en majorité travaillent et elles ne peuvent pas toutes prendre en charge leurs enfants à midi. Elles seront donc confrontées au choix de quitter leur travail, carrément, ou alors d'en trouver un plus près qui n'offrira sûrement pas les mêmes avantages, le même salaire, avec donc un niveau de vie, une qualité de vie qui diminuerait. Les femmes sont bel et bien prises au piège de ce débat, et en plus de manière perverse, puisqu'elles ne sont même pas citées dans cette polémique, alors qu'on est à une époque qui promeut l'emploi des femmes. Concernant le deuxième débat, qui traite de l'interdiction du voile au sein des universités françaises, sous couvert de laïcité, les femmes ne pourraient plus accéder à des études supérieures leur offrant autonomie financière, ouverture intellectuelle, accès aux sphères plus élitistes de la société. En réalité, la femme musulmane dérange selon les espaces qu'elle fréquente, puisque jusque-là, elle était visible, mais au sein d'espaces qui ne donnaient pas lieu de s'y intéresser. Mais également, elle dérange, pas seulement selon les espaces qu'elle fréquente, mais selon le statut qu'elle acquiert, puisque dans les universités françaises, on peut très bien voir des femmes de ménage voilées, et pour le moment, on n'a jamais vu de loi ou de proposition de loi ou toute autre mesure qui verrait une interdiction de ce voile pour les femmes de ménage. Donc, cet aspect montre bien que c'est l'ascension sociale de la femme musulmane qui pose problème. Le voile crée une forme d'hétérotopie pour autrui, c'est-à-dire qu'il véhicule des normes, des valeurs, des sentiments, compris dans l'inconscient collectif comme venant de l'étranger, d'un monde où la femme se situerait dans une position de soumission vis-à-vis du masculin, vis-à-vis d'un idéal viril. Cet imaginaire perturbe d'autant plus dans un amphithéâtre puisque c'est le lieu symbolisant le savoir, l'avancée sociale, la mixité sociale et par là l'égalité homme-femme. Donc les prises de position contre le voile à la faculté tiennent davantage d'une subjectivité collective prise pour une réalité concrète de terrain. Cette dissociation place la femme musulmane comme étant exogène, comme un élément inapproprié. Et ce, à travers des discours, des sous-entendus, des dérapages grossiers, des grimaces même, comme monsieur Nicolas Sarkozy, qui annoncent que de facto, la femme musulmane n'a pas les mêmes droits que tous et surtout que toutes, puisque les femmes musulmanes ne seraient pas des héritières légitimes des combats des femmes pour leurs droits. Elles devraient se soumettre en public, développer une forme de malaise social. Cette mise au banc
fait lourdement écho au discours employé contre les femmes et contre toute avancée sociale de leurs droits au fil des siècles en France, pour faire de la femme un élément exogène aux progrès sociaux. En 1789, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen chamboule les structures de l'Ancien Régime, puisque désormais tous les individus ont les mêmes droits, et ce, de manière bien encadrée par une loi s'appliquant de manière égale à tous. Mais le débat s'est porté sur la femme, sur la question de savoir si on pouvait la considérer comme un être humain. Et même quand, au XIXe siècle, la théorie de Darwin est venue bouleverser les esprits, en évoquant que donc les hommes descendraient du singe, certains scientifiques, pour faire accepter la théorie, ont expliqué que la femme est le chaînon manquant de la théorie. C'est elle qui se situerait entre le singe et l'homme. Donc la femme est entre la bête et l'être humain. Elle est pas vraiment animale, mais pas vraiment être humain non plus. On ne sait pas bien où la positionner. Donc, par exemple, au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, célèbre philosophe allemand, expliquait que la femme est bête, mais qu'elle est belle. Toujours cette tension entre l'intelligence et la beauté, la nature. Donc, pour lui, il ne faudrait surtout pas tenter d'éduquer les femmes, sinon elles s'enlaidiraient. Pour Brackus Babeuf, qui est un grand révolutionnaire français du XVIIIe siècle, l'éducation intellectuelle des femmes nuirait à la procréation. Pour Sylvain Maréchal, également grand militant républicain du XVIIIe siècle, qui est également un écrivain célèbre, il trouve même un exemple absurde pour justifier la nécessité d'interdire l'apprentissage de la lecture aux filles, car celles-ci pourraient lire les billets doux de leurs amants. Donc il est clair que les justifications à l'interdiction de l'enseignement pour les femmes ne manquent pas. Pour notre époque, c'est la laïcité. J'y reviendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc la laïcité ou une dite égalité des sexes qui justifierait que des femmes ne puissent pas atteindre des postes hautement qualifiés ou qualifiés. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous inscrire sur ma page Facebook.